Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce matin. La résidence secondaire de Léopold Sédar Senghor à Verson en France est un lieu d'histoire et de mémoire. Elle est même confiée à la municipalité, une demeure qui intègre le concept de normandité théorisé par le président poète. Au focus sur le lycée technique agricole de Bignona, une véritable niche de techniciens agricoles créée il y a 26 ans. L'établissement est devenu aujourd'hui un lieu de production pour tout le département. La forêt de Matam va vers son classement. C'est la volonté de la Commission régionale de conservation des sols. À cheval sur les communes de Matam, Ogo et Ourossogui, la forêt de Matam est le poumon vert de la région. Plus de 40 milliards de francs CFA, c'est ce que l'État du Sénégal perd à cause des chevauchements universitaires. C'est ce qui ressort d'une rencontre qui a été organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à Saly. Le compte rendu est signé Ahmadou Diallo. Une nouvelle ère se dessine pour les universités sénégalaises. Le séminaire national du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a débouché sur la résolution de Saly. Parmi les mesures phares, les nouveaux bacheliers vont désormais être orientés 2 mois après le bac. Chaque 3e lundi du mois d'octobre va correspondre à la rentrée universitaire. 1500 enseignants du supérieur seront recrutés. Le Sénégal perd beaucoup d'argent à cause des chevauchements des années universitaires. Nous perdons chaque année 40 milliards 287 millions 701 085 francs. Cela veut dire que sur 5 ans, nous avons perdu chaque année 40 milliards. Pour cette année, les bacheliers de 2024 seront orientés à partir du 19 septembre 2024, soit 2 mois après la proclamation des résultats du bac. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans l'objectif de démarrer la nouvelle année au 3e lundi du mois d'octobre. Et le 3e lundi du mois d'octobre de cette année, c'est le lundi 21 octobre. Il y a aussi le recrutement des 1500 enseignants du supérieur. Des mesures d'accompagnement sont élaborées pour chaque université du pays. Et quand ces bacheliers de 2024 termineront leur première année le 14 août 2025, on en aura fini avec le chevauchement des années. Et la conséquence immédiate, c'est qu'à la rentrée d'octobre 2025, le 3e lundi étant le 20 octobre 2025, donc le 20 octobre 2025, toutes les universités publiques du Sénégal pourront démarrer une année normale sans chevauchement. Nous avons mis en vert tous les besoins en termes d'infrastructures qui nous permettent d'atteindre ce résultat escompté au 20 octobre 2025. Pour une stabilisation du calendrier universitaire, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va continuer le travail dans une démarche de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes des universités sénégalaises, ce qui va donner un plan stratégique pour les 10 prochaines années, afin que l'université sénégalaise soit compétitive à l'échelle internationale. C'est fini pour la 32e édition du Gamou de l'imam El Hadji Fansou Bodian à Bignona. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre de l'Emploi et du Travail, Yankhoba Diémé, a magnifié les enseignements de l'érudit et a sollicité des prières pour le Sénégal. Abdoulaye Sinkare. Comme chaque année, le Gamou de l'imam El Hadji Fansou Bodian a refusé du monde à Bignona. Les fidèles sont venus de partout pour magnifier l'œuvre de cet homme dont la dimension dépasse la Casamance. Nous sommes particulièrement fiers de mettre en lumière l'engagement de El Hadji Fansou Bodian, un érudit qui a dédié sa vie à lutter contre l'ignorance en fondant un réseau influent de 300 écoles coraniques. Ces institutions ont joué et continue à jouer le rôle crucial de l'éducation de nombreux jeunes et garçons
les forgeards dans la droiture, l'intégrité et un profond engagement social. Cette année, l'événement est rehaussé par la visite du président de la République Bassirou Diomaye Faye, occasion pour les élus d'attirer l'attention du gouvernement sur les préoccupations de Bignona. gannaaw jàmm am na ñu ngi ñaan gouvernement bi def programme spécial pour le département de Bignona mais Nous sollicitons le gouvernement pour un programme spécial en faveur de Bignona et de toute la région. La priorité, c'est la santé. Nous avons 3 centres de santé dans le département, mais il nous faut un hôpital de niveau 2. benn centre de Bignona ñi érigé ko en hôpital de niveau 2. Le ministre Yankhoba Diémé, qui conduit la délégation gouvernementale, trouve dans l'enseignement de l'érudit de Bignona une source intarissable pour promouvoir la bonne gouvernance. Ce moment privilégié de notre vie est un retour à Dieu. Une élévation de notre âme à la prière qui nourrit et renforce notre foi. Notre credo, le Jubal Jubanti, tel que nous l'a édicté le chef de l'État, s'articule fondamentalement autour des principes de la foi. Foi notamment au travail, foi à la droiture, foi à la justice. Foi à l'essence même de la dignité. Que la prière soit pour cette terre du Sénégal la clé de la réussite. Imam, au nom du gouvernement, nous sollicitons ardemment vos prières. Clôturant la cérémonie, l'imam François Bodian a formulé des prières pour la réussite du gouvernement dans un Sénégal de paix et de prospérité. À Verson, en France, le couple Senghor possédait une résidence secondaire désormais qui est confiée à la municipalité. Dans cette demeure au style architectural typique du 19e siècle, le président poète a même théorisé le concept de normandité. Une délégation sénégalaise conduite par le secrétaire d'État a visité cette maison où les livres et d'autres souvenirs ne manquent pas. Reportage à Verson, en France, Ousmane Noël Mbaye Junior et Oumar Diaw. 150 rue du Général Leclerc à Verson, dans le département du Calvados. La demeure des Senghor, désormais un peu trop solitaire, un parfum du 19e siècle au beau milieu d'un jardin de plus d'1 hectare, envahi par les herbes folles. Personne ne réside plus ici depuis que Colette s'en est allée rejoindre son Philippe et son Cédar, 38 et 18 ans après, à Bel-Air. Les Versonnais savaient qu'ils étaient là quand il y avait un garde devant la maison. C'est qu'ils étaient présents. Ils étaient très discrets. Cette coquette résidence, en dépit des injures du temps, a hébergé le couple marié en octobre 1956. D'abord pendant les vacances d'été, ensuite plus longtemps lorsque le président Senghor a quitté volontairement le pouvoir en décembre 1980. En cette journée printanière, elle s'ouvre à une délégation sénégalaise. L'ambassadeur du Sénégal en France, le ministre de la Culture et le directeur du livre Dans l'antre-senghorien versonnais. Fascination, émerveillement et contemplation. On a été tous émus de circuler, de visiter un peu cet espace-là. Il me semble, au sortir de cette visite, que les objets avec lesquels Senghor a travaillé, qui ont constitué un petit peu toute l'architecture, son environnement intellectuel, imaginaire, son environnement familial, tout cela constitue un peu une sorte de paysage à explorer, qui doit être également connu davantage. Homme de lettres doublé d'homme d'État, Senghor s'est construit à partir d'innombrables auteurs de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Les livres ont constitué son univers quotidien, sa nourriture spirituelle. Au-delà de ces chefs-d'œuvre littéraires dans tous les genres, il y a des correspondances, des épîtres, des photos et divers manuscrits. Dans un couloir qui aurait été aménagé par Colette, des photographies de têtes couronnées du monde des années 60-70. Ça va de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et de son époux, au roi de Suède, à Hirohito, qui est là avec sa femme, à la femme du Shah d'Iran, Farah Pahlavi. Cette maison renferme des richesses inestimables qui feraient le bonheur de chercheurs, à condition qu'il y ait un inventaire codifié de tout ce qu'elle conserve. On a de nombreux livres, on a de nombreuses lettres, mais il faut tout d'abord trier tout ça avant de pouvoir le mettre à disposition des chercheurs. Parce que déjà, un chercheur
dans ces caisses, vous ne s'y retrouverez pas vraiment, même s'il y a eu un premier inventaire, mais c'est un inventaire assez rapide qui a été fait. Ici, la toge de l'académicien, là, l'épée qui va avec son symbolisme où le pays natal est présent. La plume de l'écrivain, et puis les armoiries du Sénégal. Si la maison a été léguée par Colette à la municipalité de Verson, il est possible d'établir un pont de collaboration avec le Sénégal pour sa gestion et son utilisation. Essayer de voir comment est-ce qu'il faudra en commun valoriser ce patrimoine, voir ensemble qu'est-ce qui dans l'avenir pourra être également relevé de la propriété de l'État du Sénégal. Il faut le dire, c'est un État souverain, mais qui peut, à un moment donné, puisque Senghor est un fils du Sénégal, comment est-ce que l'État du Sénégal pourrait faire prévaloir aussi cette relation à son fils. Parmi les nombreuses sculptures qui ornent l'intérieur, une tête de nègre, petite remarque qui déride sur les lèvres. On dit que si les lèvres sont un peu abîmées, ça serait parce que Madame Senghor avait l'habitude à chaque fois qu'elle passait d'embrasser son mari. Alors je ne sais pas si c'était à chaque passage ou si c'était seulement le matin au réveil. Colette la Normande, conquérante aux yeux verts et d'or, Colette la muse du poète et son unique fils Filou, symbole du métissage parti trop tôt, un trio désormais réuni, loin de cette demeure qui inspire l'universel. Senghor, c'est la civilisation de l'universel, c'est ça qui est important dans ses propos et dans sa pensée, et qui est vraiment à relire et à réétudier régulièrement. Pour lui, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas d'endroit précis. L'homme fait partie de l'universel, de le monde. La préservation de cette propriété est vitale pour que continue de vivre et d'inspirer l'esprit de Léopold Sédar Senghor. Un grand projet dans ce sens est en marche avec la communauté urbaine de Caen-la-Mer. L'UNESCO offre une fresque murale d'Amadou Mahtar Mbow à l'UAM, l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. C'est une œuvre artistique réalisée par l'artiste graffeur Akonga. Elle magnifie la trajectoire d'un homme multidimensionnel. L'homme a beaucoup contribué à la protection et à la promotion du patrimoine culturel africain. Afatou Diouf. Ce symbole architectural d'une dimension de 175 mètres carrés orne les murs de ce temple du savoir dont il est le parrain. Cette œuvre artistique est offerte par l'UNESCO. Cette infrastructure nouvellement créée vient d'être accompagnée par un symbole. Un symbole fort, ce chef-d'œuvre composé de cette fresque réalisée par l'artiste de renom Akonga, qui nous a donné énormément de satisfaction. La famille est tout à fait consciente de ce que l'honneur qui est fait au parrain est une illustration de toute l'attention à laquelle la communauté universitaire de ce site, mais aussi l'UNESCO à laquelle il a appartenu et qu'il a dirigé, tiennent à mettre l'illustre parrain pour lui signifier le sens et l'importance qu'il donne au rôle qu'il a joué aussi bien au Sénégal que dans le monde. 14 mètres de haut, 13 mètres 50 de large, il a fallu à Akonga et son groupe une dizaine de jours pour réaliser cette beauté. Une belle expérience pour ces jeunes artistes qui découvrent ce grand penseur africain. C'était un réel plaisir d'avoir eu l'opportunité de peindre cette fresque avec toute l'équipe du RBS Crew et d'autres artistes qui ont rejoint la team pour la réalisation de cette fresque qui a duré en fait 12 jours. 12 longues journées et très belles parce que c'était vraiment mémorable de pouvoir rendre hommage au parrain Amadou Mahtar Mbow pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal et le monde entier. Cette fresque illustre le combat d'Amadou Mahtar Mbow pour la protection et la promotion du patrimoine africain, ainsi que l'éducation et les sciences. Elle va permettre aux étudiants de s'inspirer quotidiennement de l'homme multidimensionnel. Voilà une personne qui a milité inlassablement
en faveur de l'éducation pour tous. Ne laisser personne pour compte, parce qu'il considérait l'éducation comme le moteur de développement. Voilà quelqu'un qui a milité longuement pour que l'histoire générale de l'Afrique soit préparée et étudiée, préparée par les Africains eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons 8 volumes de cette histoire générale de l'Afrique qui existent et qui feront dans le futur l'objet d'enseignement du primaire jusqu'à l'université. Voilà quelqu'un, aujourd'hui on est en train de parler de l'intelligence artificielle et du possible écart qu'il peut y avoir entre les pays du Nord et du Sud. L'UNESCO a aussi présenté l'exposition intitulée « Cet site exceptionnel qui promeut le patrimoine mondial du Sénégal ». Ces photographies de l'AEPRO seront affichées de façon permanente au sein de la bibliothèque de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Nous restons toujours au pôle urbain de Diamniadio qui a reçu la visite de son nouveau délégué général, Bara Diouf, qui a fait le tour des lieux, maison des Nations Unies, sphère ministérielle, centre d'exposition ou encore le Dakar Arena. Le projet de ville de Diamniadio avance bien selon la nouvelle équipe. Marine Biramba. Dans le but de voir de plus près les activités du pôle urbain de Diamniadio, le nouveau délégué de la DGPU a visité les infrastructures des programmes prioritaires. La réalité du terrain laisse apparaître des infrastructures de dernière génération, bien entretenues. Nous avons visité ce matin le Dakar Arena, le centre des expositions, le parc de technologie numérique, les sphères, la première sphère ministérielle, Ousmane Tanor Dieng, la Maison des Nations Unies et l'IRSF. Pour les infrastructures déjà réalisées, le niveau de maintenance est correct. Dans certaines infrastructures, elle est même très bonne. C'est un bon signe. Et à ce sens-là, il faut féliciter les équipes de la SOGIP qui sont chargées de la gestion des investissements publics. Au niveau des investissements privés aussi, on a vu une bonne tenue. Et cela montre qu'aujourd'hui, le projet de ville nouvelle de Diamniadio est bien apprécié et bien articulé par les développeurs. Pour les travaux en cours, le nécessaire sera fait, rassure le nouveau responsable de la DGPU. Aujourd'hui, 2024-2025, ça devait être la phase de développement de Diamniadio. On a eu quelques retards sur le projet, mais l'objectif est d'accélérer ce développement-là, de donner l'ensemble des dispositions aux développeurs pour qu'ils puissent terminer les travaux en cours et aussi de pousser les développeurs qui n'ont pas démarré leurs travaux, de démarrer rapidement les travaux pour que dans un horizon très proche, Diamniadio puisse recevoir une grande partie de la population qui doit faire de cette nouvelle ville-là un espace de vie avec l'ensemble des commodités pour une ville nouvelle. Pour mener à bien sa mission, la DGPU compte transférer son siège à Diamniadio. Nous ne pouvons pas promouvoir une ville et être en dehors de cette ville-là. Et nous allons, dans les prochaines semaines, nous atteler à réaliser ce siège-là de la DGPU ici à Diamniadio. Après cette première sortie, le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose va visiter prochainement les Verdets. Voilà, merci beaucoup Marine Biramba. Focus à présent sur le lycée technique agricole de Bignona, créé il y a 26 ans. L'établissement forme des techniciens en agriculture. Au fil des ans, ce centre est devenu même un lieu de production pour tout le département. Abdoulaye Sinkare. Comme chaque soir, Mariama Agen-Djedjou arrose ses planches de culture avant de descendre. On est en train de faire du maraîchage en oignon. Il y a du gombo et du poivron aussi. J'arrose le matin avant d'entrer en classe. Aussi, à partir de 17h, 18h, j'arrose aussi. À la quête d'un brevet de technicien en horticulture, elle a déjà des projets plein la tête. Je rêve de créer quelque chose comme une entreprise de travail ici et aussi de l'exploiter ici. À l'image de Mariama, ces jeunes hommes font partie des plus de 500 apprenants du lycée agricole de Bignona. Ce qu'ils veulent, c'est réussir dans l'agriculture, qu'ils n'ont en réalité jamais quitté. Moi, depuis ma naissance, lorsqu'on était enfant, notre père a des jardins, des cultures maraîchères, mais pas tellement qualifiés. C'est pour cela
jugé nécessaire d'aller dans les formations professionnelles pour suivre le domaine du maraîchage. Mon papa a un verger de 4 hectares. Après ma formation, je vais aller occuper le verger, créer de l'emploi, aider mon pays, le Sénégal, à se développer dans le domaine horticole. Créé en 1998, le lycée agricole Émile Badiane de Bignona est une pépinière de techniciens agricoles. L'établissement compte 2 filières que sont l'agriculture et l'agroalimentaire. À côté de la formation technique, il y a la formation professionnelle, alliant la théorie et la pratique. Nous avons 2 BTS au sein du lycée, un BTS en conduite et gestion d'une exploitation agricole et un BTS en industrie agroalimentaire, dont l'admission se fait par voie de concours. Chaque étudiant au niveau du BTS en conduite et gestion d'une exploitation agricole a un lopin de terre. Il va faire toute la chaîne, en commençant par le choix du site, la préparation du sol, la mise en place des cultures, l'entretien des cultures, la commercialisation. Le laboratoire de biochimie accompagne les étudiants en agroalimentaire dans leurs multiples productions. Dans l'industrie agroalimentaire, la base, c'est la transformation des produits locaux. Maintenant, après avoir transformé ces produits locaux, il faut chercher leur date limite d'utilisation optimale. Il faut faire des tests parce qu'il faut voir si la teneur en eau est maîtrisée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la stabilisation du produit. Avec ses 19 hectares, le lycée a fini d'être un haut lieu de production avec en ligne de mire la certification bio. On est dans l'ère de l'agroécologie. Au lieu d'aller chercher les produits chimiques, nous avons déjà des débris qui sont là. Il faut les broyer pour eux, en même temps fertiliser le sol. Parce que le lycée s'est positionné dans l'agroécologie à travers la DITAEL. Et la DITAEL signifie dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. En attendant, la maîtrise de l'eau reste un défi à relever. En réalité, aujourd'hui, on partage de l'eau avec les populations. C'est ce qui n'est pas normal. On est dans l'agriculture, alors nous consommons beaucoup d'eau. L'autre difficulté qu'on a, c'est que lorsque le château d'eau a des difficultés, vous avez vu les cultures là, il suffit de faire 24 heures sans eau, mais les propriétaires les perdent. Le lycée accompagne les sortants à s'insérer, surtout ceux qui veulent entreprendre. Dès l'année qui suit la certification, nous avons un taux d'insertion qui oscille entre 80 et 90%. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans l'appui à l'insertion. À la fin de chaque année, nous faisons un appel à candidature pour solliciter, pour recruter les meilleurs projets. Aujourd'hui, le lycée a financé plus de 50 sortants qui ont créé leurs exploitations. Nous finançons de 2 millions jusqu'à 6 millions. C'est un financement très innovateur parce que justement, l'étudiant ne prend pas l'argent. Vous allez chercher des factures à travers le projet que vous nous avez présenté, avec tout le matériel et le dispositif que vous avez présenté, et nous qui payons le fournisseur. Mais je dois vous dire que plus de 70% des gens financés ont réussi leur exploitation. Dans une démarche inclusive, des espaces sont octroyés à un groupement de femmes de la zone et à l'association des personnes en situation de handicap. Nous avons fait du piment, de la tomate, du poivron, de la salade, entre autres. Nous avons été formés à la production de pépinières. D'ailleurs, nous venons de démarrer la commercialisation. Au fil des ans, le lycée agricole de Bignona est devenu plus qu'un établissement. Il est le réceptacle de beaucoup d'espoir, de lendemain meilleur. Manque d'eau, occupation irrégulière, insécurité, le lycée technique de Tambacounda toujours pas opérationnel. Au maximum, plus de 21 millions, c'est la somme nécessaire donc, pour résoudre ce problème. L'établissement livré il y a 2 ans a coûté 2 milliards CFA. Tchorodia. Depuis sa réception en 2022, le lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle de Tambacounda peine à démarrer normalement ses enseignements-apprentissages. Si les cours théoriques peuvent se dérouler, tel n'est pas le cas pour ceux pratiques. Pour cause, le manque d'eau et l'absence d'électricité au niveau de l'établissement. Il y avait le courant qui était là, mais depuis
décembre 2022, il y a eu un problème au niveau du poste électrique. C'est vrai, un lycée ne peut pas former ses ASO, mais de toute manière, comme ils ont fait un premier pas en donnant le marché à quelqu'un qui a déjà foré, donc on attend tout simplement la plomberie, c'est-à-dire que l'entreprise puisse continuer le travail en faisant l'adduction pour tous les bâtiments. Et donc l'année prochaine, Inch'Allah, on souhaite vraiment venir pour faire les enseignements-apprentissages. Un chantier qui a démarré depuis 2008, donc c'était avec le président Abdoulaye Wade, qui aujourd'hui traverse le régime de Macky Sall sur 12 ans, qui aujourd'hui est en train de patauger encore pour des raisons d'électricité, des questions d'eau et des questions de route, voies d'accès. Et aujourd'hui, le proviseur, d'après les informations, il faut 21 millions pour avoir un bon transformateur pour soutenir effectivement la fourniture d'électricité. Et le budget du conseil départemental est un budget sous forme de fonds de dotation et de fonds d'équipement. S'il programme, par exemple, la fourniture d'électricité du lycée technique pour 21 millions, l'État va virer les 21 millions dans leur compte. Face à cette situation, l'essentiel de l'effectif des apprenants sont obligés de rester au niveau de l'ancien site, le SEM Moribo Diakité. Seuls les élèves qui suivent les cours en électromécanique et en BTP fréquentent le nouveau lycée. Donc on est en train d'utiliser du solaire pour les élèves qui sont là, qui font formation professionnelle avec les BT bâtiments, donc génie civil et BT électrotechnique. En tout cas, moi, pour les nouvelles autorités, en tout cas, elles nous rassurent. Parce que dans le programme qui les a amenés au pouvoir, le volet formation professionnelle est très important dans le programme que nous avons lu. Les manquements qu'on a pu constater ces dernières années, nous souhaitons en tout cas qu'elles vont corriger cela pour vraiment un rayonnement de la formation professionnelle au niveau de Tambacounda. Pour la voie d'accès, mais aujourd'hui, c'est à la mairie de prendre ses responsabilités. Ces quelques maisons qui sont sur la route qui mène vers le lycée technique et qui ont fait objet d'occupation irrégulière, mais il faut prendre sa responsabilité et enlever ces maisons-là pour permettre au moins la construction de la route. Et c'est avec cette construction de la route que la Sen'Eau pourra poser les tuyaux et faire effectivement le travail de connexion pour qu'il y ait de l'eau. Autre question éducative qui attire l'attention des acteurs à Tambacounda, la construction de l'université du Sénégal oriental. Un pas de géant vient d'être franchi avec la publication d'un communiqué pour le recrutement de la main-d'œuvre locale. Et nous invitons les jeunes aussi à venir. Effectivement, il y a eu un grincement dedans parce que les gens ont pensé que c'est un recrutement par rapport à l'université. Non, c'est un recrutement pour démarrer les travaux. Nous sommes à la phase où on a besoin de maçons, de coffreurs, de gardiens, mais aussi de manœuvres. Maintenant, au fur et à mesure que les travaux vont avancer, on aura besoin des carreleurs, on aura besoin après des électriciens. Après, on fera encore un autre appel. Ces deux structures d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, une fois opérationnelles, vont permettre aux jeunes de Tambacounda d'étudier et de se spécialiser sur place. Santé, pas de traitement à administrer aux moutons avant la Tabaski, 21 jours. C'est le délai minimal à respecter pour que la viande soit consommable. Les vétérinaires appellent aux éleveurs et consommateurs les risques liés donc à la consommation de viande contenant ces résidus d'antibiotiques et autres antibactériens. On en parle dans le grand format santé avec Fanta Badji. De beaux béliers que tout chef de famille voudrait acquérir pour la Tabaski. Un résultat obtenu grâce à un bon investissement, suivi sanitaire, bonne alimentation. Les éleveurs, souvent des passionnés, rivalisent au quotidien pour assurer une bonne croissance de leurs bêtes et satisfaire une clientèle exigeante. Si j'ai pour acheter des moutons, j'achète pour moi-même d'abord. Des moutons de qualité, des moutons qui sont sains. Et j'appelle un vétérinaire pour qu'il fasse des vaccins. J'appelle toujours un vétérinaire, il vient suivre mes moutons. J'ai un vétérinaire qui est ici à côté de moi. Chaque fois, il vient ici voir mes moutons. Et ça coûte cher de traiter les moutons. Donc, pour avoir des moutons en bonne santé. Et puis, on vit avec les moutons, avec nous et nos familles. Donc, il faudra aussi les suivre comme tu suis ta famille, tes enfants et tout. J'ai 23 ans et depuis mon enfance, j'élève des moutons. J'ai une grande expérience de la filière. C'est pour cela que je fais suivre mes bêtes par un vétérinaire.
Côté alimentation aussi, ils ont un régime varié. Je les nourris au foin et au jarga. Je ne leur donne jamais des aliments mélangés à du carton ou des restes de repas. Un bon mouton à la viande tendre, c'est l'idéal. Cependant, sa consommation obéit à des règles sanitaires strictes. Nous ne faisons pas que vendre des moutons, nous en consommons aussi. Donc, ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes d'abord. Tout éleveur digne de ce nom doit savoir qu'on n'administre pas de soins en période de tabaski. Ça, c'est basique. D'ici à la tabaski, on fait rien. On met pas de médicaments, ni des vaccins, ni rien. C'est juste les nourrir. Quand un mouton est malade, c'est automatique, le vétérinaire va venir voir. Je lui pose la question, parce que c'est un mouton de tabaski. S'il ne peut pas passer à la tabaski, je le fais monter en haut. Et c'est bon, il le traite. C'est tout. Les vétérinaires rappellent aux éleveurs que les antibiotiques et autres antibactériens agissent sur les animaux et il y a un délai d'attente à respecter au risque de compromettre la santé du consommateur. Actuellement, au Sénégal, on a pu remarquer dans des études qui ont montré qu'au niveau de la viande vendue sur le marché, qu'on avait 51% de présence de résidus d'antibiotiques. Et ça, le problème, c'est par rapport, ça crée des allergies, ça crée des cancers au niveau de la population. Le conseil qu'on peut donner aux éleveurs, c'est le respect des délais d'attente. Et le respect des délais d'attente est variable en fonction de la molécule qui est utilisée. Donc il n'y a pas un délai fixe. Par exemple, pour certaines molécules telles que la spiramycine, on peut aller jusqu'à 75 jours de délai d'attente. Donc du coup, on ne peut pas se dire, bon, parce qu'on a donné une molécule telle que, je dis n'importe quoi, une amoxicilline, où on a un délai d'attente qui peut aller jusqu'à 8 jours, qu'on va prendre cela comme barème de référence. Donc le délai d'attente va dépendre de la molécule qu'on va administrer. Et ça, eux, les éleveurs, la plupart du temps, ils n'ont pas cette notion. Ils savent juste que quand on injecte un produit, on doit attendre un temps, mais quelle est la durée, quel est ce délai, ils n'arrivent pas à faire cette différence. C'est pour cela qu'on va les inviter, à la porte de la tabaski, d'arrêter tout traitement. Ils sont nombreux à investir la filière et ils sont avant tout consommateurs. La garantie d'une viande de qualité est pour eux une obligation. L'affaire, ce n'est pas de chercher de l'argent. C'est bien de chercher de l'argent, mais il faut essayer de contribuer à la santé de tes bêtes et à la santé de la population du Sénégal. Tu ne peux pas faire du n'importe quoi pour juste vendre ton mouton, mais ce n'est pas juste pour moi. Il faut toujours, du moment que c'est comment on dit, jamu yalla, toujours, il faut faire quelque chose de positif. Quand tu élèves des animaux chez toi, il faut avoir la gentillesse de les suivre. Il faut les suivre comme tes enfants. Hein. C'est même une recommandation divine d'immoler un mouton bien portant, consommable, sans risque sur la santé. C'est une sunna de sacrifier un mouton sans anomalie. Il doit être sain, pas handicapé, il ne doit pas saigner, il ne doit pas non plus être malade. Il y a des conditions d'éligibilité pour immoler un mouton. La présence de résidus d'antibiotiques dans la viande impacte négativement la santé du consommateur. Au Sénégal, un contrôle sanitaire est effectué sur la viande destinée à la consommation nationale. Un contrôle pas étendu aux éleveurs particuliers, ce qui constitue un réel problème de santé. Voilà, et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. La zone centre a fait une saisie de 30 kg de cocaïne à la frontière de Keraïeb dans la commune de Kaolack. La valeur marchande est estimée à 2,4 milliards de francs CFA. 2 individus ont été appréhendés et mis aux arrêts. On a parlé avec Claire Diop.
C'est dans le cadre de l'exécution de ces opérations de contrôle quotidienne que 30 kg de cocaïne ont été saisis par les agents de la brigade des douanes de Keur Aïb, ici à Kaolack. Pour passer inaperçus, les malfaiteurs avaient dissimulé la drogue dans les cavités des portières, aussi dans la malle arrière de ce véhicule en provenance d'un pays limitrophe du Sénégal. Les produits prohibés ont été estimés sur le marché illicite à 2 milliards 400 millions de francs CFA. La saisie est importante dans la mesure où elle épargne notre jeunesse de la consommation de ce produit nocif qui pourrait avoir sur leur santé des effets très dommageables, mais également sur la sécurité et l'économie nationale, des effets extrêmement nuisibles. Les menées sont nombreuses et variées à l'orée de nos frontières et il est plus qu'urgent aujourd'hui d'intégrer dans nos stratégies leur prise en charge efficace. Et c'est dans cette perspective que les moyens d'intervention sur le terrain ont été renforcés. Le dispositif de contrôle mis à disposition a permis de déjouer le modus operandi ingénieux utilisé par les trafiquants pour tromper la vigilance des agents. Un scanner portatif a été mis à la disposition des différentes unités douanières de la région, notamment ici à la brigade commerciale de Keur Aïb. Et c'est cet outil de contrôle non intrusif qui a été à la base de la découverte de la drogue qui a été saisie hier. C'est un message de félicitations parce que quand les agents font des performances de cette nature-là, il est toujours bon que l'autorité, à travers ma voix et celle du chef de la subdivision des douanes de Kaolack, le commandant Pierre Sylvain, puisse leur adresser un message de félicitations et d'encouragement. Les soldats de l'économie sur le terrain sont appelés à davantage de vigilance pour barrer la route à ces trafiquants de drogue. Dans la zone, le trafic est dense. D'autres saisies ont été opérées. La saisie opérée hier est la deuxième qui porte sur de la cocaïne. Pour rappel, en février, déjà, 13 kg avaient déjà été saisis par cette même brigade. À cela s'ajoutent 320 kg de chanvre indien qui ont été saisis, mais également un lot de médicaments d'une valeur globale, si on ajoute celle de la présente saisie, de 3 milliards 392 millions de francs CFA. Une enquête est ouverte. Les convoyeurs, le chauffeur et son accompagnant sont mis aux arrêts. L'unité a, dans la même opération, saisi 3 fusils de fabrication artisanale à hauteur de Bambéni à Médina Sabakh, à quelques encablures de la frontière avec la Gambie. L'administration des douanes réaffirme sa détermination à combattre le trafic sous toutes ses formes et invite les populations à une franche collaboration pour démanteler les réseaux de trafic criminel opérant notamment sur les grands corridors. La Commission régionale de conservation des sols de la région de Matam veut le classement même de la forêt de la région, située à cheval entre les communes de Matam, Ogo et Ourossogui. Ce poumon vert du Fouta est victime d'agressions de toutes sortes. On en parle avec Bachir Ba. La décision finale a fait l'unanimité après des échanges qui ont duré plusieurs tours d'horloge. La Commission régionale valide le projet de classement de la forêt de Matam au grand bonheur des défenseurs de l'environnement. C'est entre Matam et Ourossogui, c'est une forêt classée qui sert de poumon vert pour la région, qu'on doit impérativement protéger. Donc nous savons l'ensemble des rôles écosystémiques que joue une forêt. D'emprisonnement en bois mort, en fruits, le rôle de régularisation, le rôle de soutien, aussi le rôle socio-culturel. C'est pourquoi l'ensemble de ces défis, nous mettons les bouchons doubles vraiment pour sauvegarder nos écosystèmes. Cette proposition de classement se fera à l'exclusion des superficies aujourd'hui consacrées aux activités agricoles. Et même s'il y a également classement, il faut dire que ce classement ne s'opposera pas à l'exercice du droit d'usage par les populations, donc à l'intérieur également de cette formation forestière, à travers donc le prélèvement du bois mort, mais à travers également d'autres activités liées donc à celles de maraîchage ou bien de pêche ou de cueillette donc de fruits forestiers. Mais avant d'arriver à cette décision, il a fallu convaincre l'ensemble des acteurs. Des images à l'appui, les autorités ont montré les atouts de cette forêt pour l'écotourisme, mais aussi les menaces réelles qui pèsent sur elle. Les coupes abusives de bois, les mauvaises pratiques culturelles
et l'urbanisation galopante en sont les causes. Ce que nous avons à l'intérieur donc de cette formation, ce sont des chenaux qui sont des défluents donc du fleuve Sénégal, mais également ce sont des cuvettes de décantation. Et ces cuvettes de décantation, chaque année donc étant envahies par la crue, nous avons donc une sédimentation et c'est à travers cette sédimentation donc que se font l'enrichissement en fait ou bien l'amendement du sol. Voilà pourquoi il est toujours bon de faire comprendre aux populations qu'en préservant en fait le couvert végétal, on va dans le sens également de préserver les capacités maximales donc du système de production que l'on trouve là-bas. C'est une étape importante qui vient d'être franchie en attendant la Commission nationale et les plus hautes autorités. C'est à elle d'entériner cette volonté régionale portant classement de la forêt de Matam. À Ziguinchor, la mairie a procédé au lancement d'une journée régionale de curage des caniveaux, une activité qui a été organisée en prélude à la journée. C'est elle Sonouré, lancée par le président de la République, Mariam Bangoura. Dans son élan de satisfaire les besoins des populations de la commune de Ziguinchor, l'équipe municipale continue ses actions. Après les routes et les salles de classe, les écoles élémentaires de la commune ont reçu une dotation en table-banc et bureaux des mains du maire de Ziguinchor. Ce matin, nous allons procéder à une remise symbolique avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation ici présent. Au total, nous avons 700 tables-bancs, 100 bureaux pour les enseignants et 100 chaises. Voilà, nous sommes toujours dans une dynamique de faire de l'école sénégalaise une école exemplaire. Nous avons commencé par, et nous y sommes toujours, les salles de classe. Il y a les murs de clôture, les clôtures. Et aujourd'hui, on est avec les tables-bancs pour mettre les enfants dans de bonnes conditions d'apprentissage. Le représentant des écoles bénéficiaires manifeste son satisfait pour ce don qui, selon lui, arrive à point nommé. On a vu que dans beaucoup d'écoles de la commune, on a un déficit de tables-bancs. Et je pense que leur action vient au bon moment. Et on dit à Madame la maire un grand merci au nom des parents d'élèves et au nom de tous les élèves de la commune de Ziguinchor. On vous dit un grand merci. Avec les manifestations de juin 2023, de nombreuses écoles ont subi des pertes en table-banc à cause des stackages. Un gap qui va être comblé. Nous avons eu quelques événements malheureux au mois de juin passé. Il y a beaucoup d'écoles, au moins écoles élémentaires, préscolaires et même des collèges et lycées qui ont été saccagés et même brûlés. Ces écoles sont vraiment dans un besoin criard d'équipement, notamment de tables-bancs. Donc si nous avons cette dotation-là, prioritairement, ces tables-bancs vont à ces écoles. Donc c'est pourquoi j'ai été informé, j'ai mis bien en branle le comptable matière. On a recensé toutes les écoles qui sont dans le besoin. 700 tables-bancs, 100 bureaux et chaises vont être répartis entre une quarantaine d'écoles élémentaires en fonction des besoins. Nous parlons d'électrification rurale. Le directeur général de l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, Baba Diallo, a procédé à l'inauguration de 2 mini-centrales solaires d'une capacité de 60 kVc. L'un à Sansamba, l'autre à Tombora, deux localités situées dans le département de Bakel. Tidiane Sissé. Des tam-tams, des chants et des danses pour manifester leur satisfaction et leur contentement. Ici, nous sommes à 110 villages situés dans le département de Bakel. Ces populations ont réservé un accueil chaleureux à la délégation de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale qui vient de réaliser cette mini-centrale solaire de 60 kW, une réalisation qui s'inscrit dans le cadre du projet ASER 300 villages. Je tiens à remercier vivement les populations de l'arrondissement de Kenyaba, en particulier celles de la commune de Tombora, pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation remarquable. La réalisation de ces mini-centrales dans ces contrées périphériques, distantes du réseau électrique de la Sénélec, découle de l'option stratégique de l'État, appuyée par ses partenaires, d'assurer une production forte d'énergie, durable et à moindre coût, indispensable au développement de nos terroirs. Pour simplement une glace pendant le mois de Ramadan, nous on faisait 60 km et on payait la glace à 500 francs l'unité. Avant la réalisation de ces deux centrales, pour faire uniquement un éco pour les femmes, je dis bien
il faudra faire un déplacement de 60 km, aller jusqu'à Kidira ou bien à Goudiri. C'est des choses qu'on pourrait magnifier. Remercier aussi l'État du Sénégal. Je voudrais que vous soyez nos porte-parole auprès de l'État central pour lui transmettre notre joie, notre satisfaction et notre gratitude pour ce joyau qui vient changer positivement la vie des populations de ces villages. Après Sansandine, direction Tumbura. Dans cette localité d'un peu plus de 1300 habitants, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale vient également de mettre à la disposition des populations une mini-centrale de 60 kW, une infrastructure qui était prévue au début dans le cadre du projet d'électrification rurale du PUDC. S'éclairer pour améliorer les conditions de vie des populations, s'éclairer en faisant de l'économie, voilà la belle trouvaille que la commune de Tumbura vient de posséder. C'est un rêve de plusieurs générations qui vient d'être réalisé. La population de Tumbura salue pour la réalisation de cet ouvrage. C'est un réel plaisir que moi et la délégation de l'ASER qui m'accompagne avons à participer à cette cérémonie d'inauguration des mini-centrales réalisées dans le cadre du projet Gulf Engineering. Il s'agit d'un projet de réalisation de 300 mini-centrales dans lequel le gouvernement sénégal a consenti de grands efforts en mobilisant 79 milliards de francs CFA. Et à terme, nous allons réaliser 373 localités. Ici à Tumbura, comme à Sansanding, c'est des mini-centrales de 60 kW qui ont été réalisées pour répondre aux attentes des populations. Depuis 2015, nous avons consacré d'énormes efforts dans la région de Tambacounda en mobilisant plus de 40 milliards pour électrifier près de 400 localités dans l'ensemble de la région de Tambacounda pour relever le taux d'électrification au bénéfice des populations rurales. Ces dernières années, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale a mis en place plus de 6 projets d'électrification pour permettre aux localités éloignées de la région de Tambacounda de bénéficier d'une énergie verte à moindre coût. Des projets qui ont permis aujourd'hui, selon l'ASER, de desservir 562 300 habitants dans plus de 230 villages. Voilà, merci beaucoup Tidjane Cissé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour le Wolof. Merci.